Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires, pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. Ce qui me procure du bonheur, c'est le fait de sentir que beaucoup de monde, beaucoup plus qu'on ne pense, Oui. ont envie de la paix, ont envie de la joie, ont envie de vivre ensemble, ont envie de se considérer, ont envie d'amour plus que de haine et de guerre. Bienvenue dans Domino, Charles Berling. Merci beaucoup. Et merci de me faire l'honneur d'être le premier invité de cette nouvelle émission. Je suis ravi d'être ici dans ce studio avec vous. Alors, entre nous, il y a ce vase rempli de dominos. Très bien. Des dominos noirs, des dominos blancs. Est-ce que les dominos, cela vous rappelle des souvenirs de famille, d'enfance? Ça me rappelle que moi, j'ai jamais été... bien sûr, tout le monde a fait ces jeux de société, comme on dit. J'ai jamais été accro. J'ai toujours aimé, préféré sortir dehors et faire des choses un peu plus physiques. Mais le jeu de société, le passe-temps, comme on dit, ça n'a jamais été trop dans ma nature. Oui. Mais vous avez un tempérament de joueur. De joueur, oui. Oui. Mais c'est pas pareil. Là, le jeu de société, c'est formidable. Parfois, ça m'arrive. Par exemple, j'aime bien le Scrabble. Ah oui. Parce que c'est aussi intéressant. Ça fait travailler les ménages. Oui, ça fait travailler les mots, c'est merveilleux. Oui. Mais j'ai jamais été accro, quoi. Ni même au Monopoly, au jeu de cartes. À un moment donné, j'ai eu une période où je joue un peu au poker. Là, c'est pas mal. Ça fait traverser les nuits. Oui. Mais c'est jamais pour passer le temps. Jamais. Non. Alors le temps passe déjà trop vite que je n'ai pas trop envie de passer le temps pour passer le temps. Voyez. Top chrono. Il y a tellement de choses à faire. Bon, moi j'ai retrouvé ce livre, livre d'entretien avec l'immense acteur Michel Bouquet, intitulé « Les joueurs ». Tout à fait. Voilà. Oui, c'est le premier bouquin que j'ai sorti c'était chez Grasset. Et avec Michel, on avait fait ce très beau film « Comment j'ai tué mon père », un film d'Anne Fontaine. Et je lui ai demandé, ça m'intéressait de faire un livre sur sa génération et sur la mienne. Parce qu'en 40 ans, beaucoup de choses avaient changé. Ça m'intéressait beaucoup de comprendre son parcours. C'était une figure paternelle, n'est-ce pas? Bien sûr. Il a été quand même un défricheur avec les Noiret, les Trintignant. Ils ont vécu une époque absolument fantastique. Et moi, j'étais un peu je suis une génération qui a été la suite de ça. Donc ça m'intéressait beaucoup de poser cette question à une sorte de père. Je le dis souvent, l'Internet, c'est super, ça permet de faire du stop. C'est-à-dire de se rencontrer plus tard sur la route. Et comme j'aime marcher ma parole, comme le disent les Indiens, eh bien c'est simple. Je vais vous rencontrer cette année, je vais faire une petite tournée avec ABC Talk TV et je vais pouvoir partager avec vous ces moments difficiles que nous traversons, se posant des questions mais aussi en s'ouvrant à des réponses différentes de celles habituellement données et ainsi porter la voix dans ce temps déraisonnable du cœur et de la créativité qui peut inspirer chacun quand il ose marcher dans le monde avec confiance. Il y a des thèmes très forts qui peuvent être portés, comme l'anxiété, bien sûr, quand on ne peut pas imaginer le futur, mais il y a aussi la famille qui est en train de changer, il y a ce chaos dans lequel on arrive. Tous ces thèmes, il y en a 6, eh bien, sont très différents, mais permettent à chaque groupe d'aller chercher son besoin. Et c'est dans cette dynamique étrange où rien n'est planifié d'avance que je vous attends avec joie, bien entendu. Alors, on va jouer. On va jouer avec plaisir. À vous d'officier. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez tirer un domino. La dernière fois que j'ai fermé les yeux, c'était avec un groupe qui s'appelle XY. Ils nous emmènent dans la rue. Ils disent, vous avez confiance ?
On dit oui, ok. On ferme les yeux et à partir de là, ils font un trajet d'1 heure dans les rues. Vous ne voyez rien, vous êtes comme un aveugle et vous faites tout au son. Et c'était extraordinaire. Et c'était c'était un bel exemple de confiance absolue. Donc j'ai confiance en vous, je ferme les yeux et qu'est-ce que je fais ça? Alors vous tirez un domino. Alors ça, ce qui est agréable, c'est le bruit. C'est le... Hop, le voilà. Domino. Et maintenant, je peux garder les yeux fermés, c'est en braille. Waouh! Alors, 6-3. D'accord. Alors, domino blanc. Donc on va commencer par l'interview blanc sur noir. Ok. C'est-à-dire qu'on va aller un peu explorer votre part de lumière, vos réussites, vos passions. D'accord. Alors, Charles Berling, vous êtes, je cite, acteur, réalisateur, producteur, scénariste, metteur en scène, documentariste, chanteur et directeur de 2 théâtres, l'un à Toulon et l'autre Château-Vallon, à Olioul. Vous trouvez le temps de dormir? Et auteur, j'ai écrit aussi des livres. Et auteur, c'est vrai. Ça m'arrive, j'en ai écrit 3. Ouais. Ça m'arrive de dormir, oui. Oui. J'aime beaucoup dormir. Et la nuit, vous rêvez de quoi? La nuit, je rêve de beaucoup de choses. La dernière fois, le dernier rêve qui m'a réveillé d'ailleurs, j'étais sur scène et on balançait des blagues ou des choses qui... C'était un spectacle qui devait être comique et rien ne marchait. Ça m'a réveillé. Je comprends. Et alors, vous ne rêvez pas de la mer, de l'océan? Ah si, alors là, vous ne pouvez pas tomber aussi bien, c'est-à-dire que j'ai toujours, depuis ma tendre enfance, mélangé l'art dramatique et la voile. Oui. La marine, le fait d'être sur mer. J'ai beaucoup été au bord de l'eau et maintenant j'ai la chance d'avoir un bateau. Je suis soit sur l'eau, soit sur une planche sur un plateau de cinéma ou sur des plateaux de théâtre. Donc quand vous jetez l'ancre, finalement, c'est entre l'amour de la Seine et l'amour de la mer. Absolument. Et vous noterez que dans les deux cas, que ce soit pour l'art dramatique ou pour la voile, c'est toujours... c'est fréquenter un élément qui est plus fort que vous, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dominer, et en même temps qui est un fluide, c'est-à-dire que la mer, quand on est sur l'eau, on bouge tout le temps. Un bateau, c'est jamais stable. Oui. C'est pas comme un gros château dans une... Non. Et l'art dramatique, c'est très instable aussi. Chaque fois que vous jouez une scène, il faut la remettre en jeu. Oui, dans le côté marin, finalement, vous y voyez une métaphore de l'acteur, c'est-à-dire l'inquiétude, le vertige. J'ai mis longtemps à comprendre à quel point ces 2 activités étaient jointes, extrêmement similaires. Comment vous l'avez appelé, votre bateau ? Idlewild. Traduisez. Il s'appelle Idlewild, ça veut dire oisif, idle, et wild, sauvage. Et vous savez qu'il y avait un écrivain dans les années au milieu du 19e siècle, en 1850, qui avait baptisé sa maison de ce même nom pour signifier l'équilibre entre la nature sauvage et l'esprit de contemplation. C'est génial, ça. Ouais. Vous saviez pas? Mais vous le saviez que mon bateau s'appelait comme ça? Je l'ai découvert. C'est dingue. Parker Willis, il s'appelait. Attention, c'est pas moi qui l'ai intitulé comme ça. Je l'ai acheté à des Anglais et ces Anglais l'avaient appelé comme ça. J'ai dit ce titre est parfait, je ne le changerai pas. Voilà. Vous voyez, je vous ai appris quelque chose. Vous avez bien fait de venir. Ah, c'est génial, merci. C'est beau, hein. C'est parfait, c'est vrai. La oisiveté et en même temps le sauvage, quoi. Donc, voilà. Le sauvage et la contemplation. Et alors, sur quelle mer ou océan vous êtes le plus heureux? La mer Méditerranéenne? Est-ce que c'est sur la mer du Nord, puisque vous avez un nom de famille Berling d'origine danoise? Oui, la légende de Gösta Berling. L'océan Atlantique? J'aime toutes les mers, mais disons que ma mer de prédilection, c'est la Méditerranée, puisque mon bateau est en Méditerranée, donc mon kiff, c'est de partir de chez moi. Vraiment, je pars de chez moi. Hop, je fais quelques kilomètres, je vais à mon bateau, je prends le bateau et je pars en Sicile, je pars en Espagne. Ça, j'adore. C'est-à-dire que c'est mon moyen de locomotion. Je ne prends pas un avion pour aller récupérer un bateau. Non. Et après, l'Atlantique, c'est fort, c'est beau. J'ai un ami qui s'appelle Roland Jourdain, avec qui je navigue. L'autre fois, j'ai fait Concarneau, Marseille. Donc là, on part pendant 10 jours au large, parce que c'est des marins qui n'accostent pas, ils n'en ont rien à foutre, ils aiment bien le large. Et quand on est au large, c'est très différent. On n'a pas de rapport avec les terriens. On est dans une zone
un peu bizarre, une zone entre. On est au large, on est nulle part. Et c'est un non-sens absolu, mais merveilleux. Et donc, on a fait 10 jours et 10 nuits, sans jamais... On la voit, la Terre, elle est loin. Et on passe, et on voit les baleines, les cachalots, les globes. À Gibraltar, on est passé, on a vu des globicéphales par centaines, comme ça, qui s'ébattaient, parce que il faisait très calme, c'était au soleil. Et ils prenaient le loup, on arrivait à la voile tout doucement, et hop. Et quand on a affaire à ces mammifères marins, je vous assure, ce sont vraiment des cousins. C'est très émouvant, et on comprend qu'on vient de là. Mais alors, elle vous parle, la mer, quand vous la regardez? Elle vous inspire, c'est une muse, qu'est-ce que vous lui dites? Moi, j'ai déjà la chance, j'habite dans le sud de la France, de ma maison, je vois la mer. Et donc, elle est extrêmement vivante, la mer, et en même temps, elle est une force incroyable. La mer, c'est très, très, très puissant, et ça vous remet à votre place. Vous n'avez jamais joué de rôle de marin au cinéma? Non, je le regrette. J'aimerais bien... j'aimerais bien, ça fait partie de mes regrets. J'aimerais qu'un jour on m'appelle pour faire un film ou pour. J'ai déjà, par exemple, Graciane Finzi, une grande compositrice contemporaine. Elle a fait tout un programme sur Shackleton, qui était un grand marin qui est parti au début du XXe siècle sur l'Antarctique. Ou bien à Monaco, j'ai joué des textes d'Albert Ier, qui était un grand marin, grand océanographe, mais énorme. On ne sait pas assez que Albert Ier était vraiment une grande figure et un magnifique marin, et en même temps quelqu'un qui a été un des premiers à étudier l'océan et à essayer de comprendre ce qu'il y avait dans ces tréfonds comme ça, extrêmement obscurs et magnifiques et très vivants. On ne s'imagine pas à quel point il y a la vie dans l'océan. Et lui, il l'a démontré. Et est-ce qu'il y a une poésie ou alors un refrain qui vous vient à l'esprit sur la mer? La mémoire et la mer de Léo Ferré, c'est un poème qui m'a toujours beaucoup inspiré. Vous pouvez réciter quelques vers? Non, ou chanter Là, tout de suite, j'y arrive pas. Vous me demandez, c'est comme quand j'étais à l'école, dès qu'on me demande un truc... mais la mémoire et la mer, ça va me revenir pendant l'émission. Je vais vous le sortir. Sinon, je vous soumets une jolie poésie de José Maria de Heredia, qui s'intitule La mer. Vous pouvez nous lire les 2 premières strophes? Toujours la mer encore, et puis la mer, mer au bruit solennel, mer éternelle et sombre, mer du matin joyeux, mer du couchant de feu, qui fait rêver les cœurs et murmure aux ombres. Sous le vent qui s'enfuit ou la brise qui dort, elle étale à nos yeux son éternel décor, rieuse ou menaçante, amère ou caressante. Son front change à toute heure et jamais ne s'abaisse. Mer féconde, berceau, tombeau des nations, ton flux roule au hasard les civilisations et garde dans ton sein l'univers de l'histoire. Mais ton éternité, mer, ô grande mer bleue, console mes douleurs et ton rythme nous plaît, car tu nous dis paix à ceux qui vont sans gloire. Magnifique. On est ému. 1893, c'est sublime. Extrait du recueil Les Trophées. Ouais. Tout à l'heure, vous évoquiez, il y a une seconde, l'enfance. Vous avez le sentiment de toujours ressembler à l'enfant que vous étiez, Charles Berling? Oui, j'ai toujours le sentiment que... oui, tout à fait, que, disons, la part d'enfance qu'il y a en moi, je ne vois pas pourquoi je la ferai, je la laisserai, je la quitterai, parce qu'on est toujours un mélange de toute l'histoire qu'on vit, qu'on a vécu, qu'on vivra, et en même temps, on est parti d'un endroit, on est parti d'une famille, on est parti de... Et pour moi, c'est très important. Je fais en ce moment, par exemple, je mets en scène une magnifique actrice dans un spectacle sur Maria Montessori. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur l'enfance. Maria Montessori était une scientifique qui parle très, très, très bien de l'enfance et qui dit « Un enfant n'est pas un adulte en miniature. Attention à ce que vous faites avec eux. C'est eux qui détiennent les clés de l'avenir, c'est pas vous. » Et je trouve... Et après, il y a par exemple des figures mythologiques comme Cronos qui voyant arriver ses enfants, par peur de se faire éjecter par ses enfants, il les mangeait.
Oui, bien comme sûr. Zeus, n'est-ce pas? Et donc c'est-à-dire que pour moi, l'enfance est quelque chose qu'on a au fond de nous-mêmes qu'on ne doit jamais oublier. Qu'est-ce qui est resté intact en vous? Le désir, Le désir. l'envie de vivre, malgré tellement de contrariétés, malgré parfois des visions extrêmement sombres sur l'espèce humaine et puis le monde dans lequel nous vivons, mais néanmoins, je crois que je n'ai jamais perdu la joie de vivre et la curiosité. Et alors, si vous deviez dire merci à une personne pour l'homme que vous êtes devenu, ce serait qui? Mais ce seraient mes parents, bien sûr. Ce seraient mes parents. Et après, mes parents, parce qu'ils ont, dans toutes leurs contradictions, dans toutes leurs... oui, dans tous leurs paradoxes, ils ont fabriqué, au fond, un être qui comprend les paradoxes et les contradictions. Et donc ça, je les remercierai jamais assez. Et puis après, c'est les personnes que j'ai profondément aimées et qui m'ont construit. Mmh. Et comment faites-vous, et ce sera ma dernière question, enfin, peut-être vous demander quels sont les mots aujourd'hui qui vous procurent du bonheur dans cette période si troublée, si anxiogène? Ce qui me procure du bonheur, c'est eh bien, le fait de sentir que beaucoup de monde, beaucoup plus qu'on ne pense, Oui. ont envie de la paix, ont envie de la joie, ont envie de vivre ensemble, ont envie de se considérer, ont envie d'amour plus que de haine et de guerre. Et par exemple, on a fait un spectacle avec Philippe Collin de France Inter, on a fait un spectacle autour de Bloom, c'est plus qu'un spectacle, qui demandait aux gens de participer. Il y avait des chorales, on allait dans des villes en France et on a vu des jeunes gens, des jeunes filles, de toute catégorie sociale, de toute origine, qui s'emparaient de l'histoire de Léon Blum, entre l'affaire Dreyfus et puis 1950. Oui. Et on voyait cette France, ces gens tellement heureux de raconter la nation française, de raconter la démocratie, la République, de raconter ses luttes, ses contradictions, mais tellement heureux de s'emparer de notre histoire commune, même s'ils arrivent d'ailleurs ou d'Afrique peu importe, ils avaient à cœur de comprendre et de s'emparer de ça, et on voyait comment dirais-je, ce qu'on appelle le peuple français, enfin on voyait des gens, moi je m'en fous il faut faire attention avec ces trucs de peuple, machin et tout. Moi je sentais cette joie et cette envie. Et non pas la méfiance, la parano, non. Donc ça me rend profondément joyeux. Là, je continue à croire dans l'espèce humaine. Voyez, et je crois que Albert Camus est encore une fois un phare magnifique. D'ailleurs, on a sorti bientôt, en 2024 Actuel 4, qui est plein d'écrits d'Albert Camus que je conseille à tout le monde. Et il dit des choses comme ça. Il dit il faut pas renoncer à la joie de vivre, même si dans des contextes qu'il a vécu, lui, qui étaient particulièrement difficiles. Mais non, il ne faut pas, parce que si on est malheureux, on peut pas aider les autres, on peut pas être avec les autres. Donc il faut cultiver ça. Il faut cultiver le bonheur. Donc pour clore cette première partie sur l'interview blanc sur noir, enfin pour rester, finalement on se dit quand les jours sont gris. Comme dirait Beckett, gris. Voilà, gris. Comment faites-vous, Charles, pour rester aussi lumineux? C'est le bonheur des autres. Je lis, je vous vois, je vais au théâtre. J'ai de la chance, moi. J'ai beaucoup de chance, donc je ne vais pas ne pas profiter de cette chance. J'ai la chance d'aimer, d'être aimé, de pouvoir faire des choses absolument passionnantes. Donc voilà ce que je fais. Alors, je continue. On va continuer nous aussi. On va enchaîner sur l'interview noir sur blanc pour explorer vos interrogations, vos doutes, vos craintes, c'est-à-dire la part d'ombre qu'il y a en vous, Charles Berling. Vous êtes d'accord? Oui, absolument d'accord. Et si toutefois vous avez envie de masquer votre visage, comme dans Ridicule, quand vous incarniez Grégoire Ponceludon de Malavoie, n'est-ce pas? Dans un bal, il y a dans ce film de Patrice Lecomte, il y a cette fameuse scène de bal le croche-pied qu'on lui fait à Versailles, tombe. Et vous portez ce masque. Oui. Voilà, donc si vous voulez
Ah, vous de voulez temps que je en le temps. porte avec Non, plaisir si vous avez envie. Ah, comme ça, voilà. oui, d'accord. Si vous voulez se porte répondre, comme s'il ça. y a des questions qui vous gênent ou si vous avez envie d'être plus libre. D'ailleurs, Charles, si votre ombre pouvait parler, Oui. que vous dirait-elle? Ralentis un peu, parce qu'on n'arrive pas à te suivre. Ralentis un peu. Elle me dirait, calme-toi, Ouais. calme-toi, n'en fais pas trop. Et en ce moment, vous êtes copain avec vous-même. Copain, pas copain? Moi, je suis toujours copain avec moi-même. Toujours. Mais j'en fais trop. Je travaille trop. Alors ça, c'est pas bien. Donc, c'est un défaut. Donc, si Charles dialoguait avec Berline, Oui. forcément, il y a une question à laquelle il ne trouve pas de réponse sur cette boulimie du travail que vous avez. Si, il peut trouver des réponses, il peut comprendre pourquoi, mais c'est un mélange de profond, de curiosité, de désir, d'insatiabilité. Le monde vous offre tellement de choses merveilleuses à croquer, à faire, à manger, des gens merveilleux à rencontrer. Donc ça me pousse. Et en plus, par exemple, là, je dirige une scène nationale. Ben, quand vous dirigez une scène nationale, il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous, et vous voyez en France à ce moment-là une créativité magnifique. Vous voyez des jeunes gens qui arrivent avec des projets, mais c'est passionnant. Donc, vous vous dites, non, j'ai pas le temps. Si, bon, allez, on va prendre le temps quand même. Après, on vous dit, tiens, tu veux pas jouer Phèdre, Thésée, oh, waouh, Thésée, magnifique. J'avais jamais joué Racine, mais merveilleux. Après, je mets 2 pièces en scène d'un Suédois qui s'appelle Lars Norén. Après, Nicole Garcia, elle me dit, tu veux pas tourner dans mon film? Je dis, ah ouais, on va trouver quelques jours. Mais après, il y a certains jours où la part d'ombre, c'est que vous vous dites, mais arrête, connard, arrête. Arrête, c'est connard. trop. Et puis je deviens irascible. Oh, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien du tout. Mais ça, je me soigne. Ah, vous voyez? Comment faites-vous? Je me soigne. Comment je fais? Je réfléchis, je me dis, non, t'as pas besoin d'être... alors, ça marche pas à tous les coups, mais quand même, j'essaye. Et à certains moments de votre vie, vous vous êtes dit, là j'étouffe, là je me sens un peu prisonnier. Ah oui. Ça s'est arrivé quand? Ça arrive tous les jours. Tous les jours? Non, quand je suis quand je j'étouffe dans un planning trop chargé. Alors là, ça me... mais vous voyez, vous me dites de venir à votre émission. Vous courez, vous avez... Il y a eu un moment où je me suis dit, mais Charles, pourquoi tu... Mais si. Et maintenant que je suis là, je suis ravi. Merci. Alors c'est ça. C'est ça ma vie. Mais donc, je ne m'en veux pas, au fond. Mais c'est vrai que... Et quand vous faites du bateau, vous vous dites, ah ouais, putain, mais qu'est-ce que je rêve. Combien de fois j'ai rêvé d'avoir 3 mois devant moi et de prendre mon bateau et de ne pas savoir où je vais. Au gré du vent, comme on dit. Au gré du vent. Oui. Waouh. Mais ça, je ne peux pas. Puis, en plus... vous voyez, vous dites, dans 3 ans, je vais faire ci, je vais faire ça. À un moment donné, vous dites, je ne veux pas devenir une machine à calculer le temps. On va un petit peu avancer dans votre part d'ombre, dans l'ombre. Est-ce qu'il y a une peur qui ne vous a jamais lâché depuis l'enfance? Parce que quand on est enfant, on a des peurs qui nous accompagnent. Oui. N'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, parfois... Je crois que une des peurs que je peux avoir depuis toujours, c'est de ne pas être compris. Je me sens, depuis toujours, depuis enfant, je me sens un peu différent, ou un peu, pas différent, mais... hors norme? Non, pas hors norme, c'est pas du tout le mot. Incompris. Inadapté. Je me suis senti inadapté à l'école, donc j'aime pas les examens, j'aime pas les... Vous voyez, la marée gelée dans le cœur qui me remonte peu à peu. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Vous voyez, tout à l'heure, vous me l'avez demandé, j'y arrive pas. Maintenant, hop, ça me remonte tout seul. Ça, c'est Léo Ferré, La mémoire et la mer. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Pardon. Et donc, je peux avoir... je peux être mal avec ça. Parce que je vais trop... je ne sais plus ce que je disais. Oui, je vous interrogeais sur ces peurs, les peurs qui vous habitaient encore. Eh bien, c'est ça, c'est de ne pas être compris, parce que j'ai pu être inadapté et j'ai tout fait pour essayer de me faire comprendre. Et donc, reste en moi cette peur que, au fond... Et puis, avec les médias aujourd'hui, par exemple, et aujourd'hui, je pense que ça s'est vraiment intensifié avec les réseaux sociaux. Parfois, vous dites juste un truc, vous dites une phrase, et paf, ça... Quand est-ce que je vais avoir le temps de raconter ça, de m'expliquer? Parce que, vous voyez, ça procède à un moment donné d'une... Finalement, on affirme des choses, mais on est quand même
tout genre dans la question, dans le doute. Et quand tout d'un coup, quelqu'un va prendre une phrase de vous et puis va vous la sortir comme si ça vous définissait totalement, je trouve ça effrayant. Et donc ça fait partie de mes phobies, de ne pas être compris ou de me retrouver dans l'espace public sur un terrain faux. Oui. Vous voyez, par exemple, moi j'ai joué Dominique Baudis pour la télé avec Francis Giron, on avait fait un film sur Coupable donc notable. Cet homme qui avait été accusé à tort, Oui, il en est mort en fait. L'ancien maire de Toulouse. Oui, et les médias ont fait que tout d'un coup, et après, n'importe qui le regardait dans la rue, je disais, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, on dit que c'est pas vrai, mais enfin, si. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça, c'est affreux. Donc, je pense que ça fait partie vraiment de... Mais après, c'est pas seulement vis-à-vis des médias. C'est aussi être compris des gens qu'on aime, des gens avec qui on vit, des gens... Parce que ça, c'est douloureux quand il y a malentendu. Et vous qui avez l'âme si sensible, est-ce qu'il y a un mot qui vous fait du mal quand vous l'entendez aujourd'hui, dans notre période ? Ce mot qui vient presque comme un coup de poignard, la guerre. Vous touchez. La guerre. La guerre. Ça, c'est le mot... La guerre. Vous voyez, Robert Badinter, que j'ai eu aussi la chance d'interpréter à l'écran, pour moi, c'est quelqu'un qui... L'abolition de la peine de mort, c'est une chose, mais c'est quelqu'un qui croyait dans la civilisation et qui croyait dans les progrès possibles de la civilisation sur les pulsions extrêmement individuelles, très dure, parfois très violente d'un être humain. Et il pensait que la civilisation, donc tous les systèmes politiques que nous avons, la démocratie, c'est-à-dire tous les systèmes qui fabriquent des règles et des lois, eh bien, pour moi, quand il est mort, enfin, là, avec ce qui se passe aujourd'hui dans la violence profonde, énorme de la guerre qu'il y a aujourd'hui, des guerres qu'il y a aujourd'hui, eh bien, quand Badinter meurt, je me dis, ça fait partie de ces hommes qui croyaient que la civilisation, et comme je le suis d'ailleurs, qui pensent que la civilisation peut presque éradiquer les guerres, devrait avoir ça comme but. C'est-à-dire comment on peut faire des compromis entre tous les humains pour que la guerre, ce qu'il y a au fond de primitif chez l'être humain et dans la nature, certes, mais c'est exactement comme une pulsion de mort sur un être. Badinter en parlait très bien. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de tuer quelqu'un. Très bien, c'est dans notre nature. Mais la société, les règles de la société ne doivent pas nous encourager à ça. Elles doivent au contraire nous tempérer. Et c'est pareil pour la guerre. Les responsables politiques, pour moi, et tout citoyen, toute responsabilité du citoyen, c'est de se dire comment je peux faire des compromis. Ne nous énervons pas. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai été élevé de façon violente. Et donc, j'ai en moi une grande violence. Quand vous dites vous avez été élevé... Oui, je fais partie de vous voyez, ces familles nombreuses des années 60. Eh ben, on nous tapait dessus. Vous voyez, c'était violent. Donc, j'ai en moi, j'ai reçu des coups. Donc, quand on reçoit des coups, on a envie de les rendre. Ouais. Mais c'est pas... Mais après, on peut se raisonner pour se dire, eh bien, j'ai peut-être envie de les rendre, mais l'espèce humaine doit avoir cette qualité de penser avant d'agir et de pas être juste sur l'impulsion. Parce que moi, je l'ai, cette impulsion. Mais j'ai eu plein de fois des grandes victoires sur moi-même où je me suis dit, eh ben non, c'est pas la peine. Laissons. Comme vous voyez, les gens, je sais pas, même dans la rue, là, les gars, ouais, qu'est-ce qu'il y a, connard, et tout, tu m'as... Arriver à faire que la personne, vous la retourniez pour lui... Ça, c'est pas facile. Il y a un grand chef d'État qui s'appelait Gandhi qui a réussi à faire ça sur tout un énorme pays en Inde. Il a quand même fait une indépendance de l'Inde sans coup de feu, sans violence guerrière. C'est fort. Et là, Dieu sait que je joue en ce moment Thésée, par exemple. Thésée arrive, il rentre, son fils lui dit « mais c'est pas moi ». Enfin, il dit « je peux rien te dire, machin ». Et boum, il accuse son fils, il veut rien entendre, et il le voue aux gémonies, et il le fait tuer. Oui. Vous comprenez? Et donc là, on est dans la pulsion. Et moi, vraiment, Robert Badinter qui a disparu, c'est quelqu'un qui va nous manquer beaucoup parce que ça fait partie de cette génération et ces hommes illustres, ces grands hommes qui ont prôné la civilisation dans ce sens-là, dans le sens du compromis, de la paix et du fait que
oui, nous devons dépasser nos pulsions premières. C'est un beau message que vous transmettez aujourd'hui. J'espère, en tout cas, c'est ce que je le pense profondément. Et je dirais que le théâtre m'enseigne ça. Parce qu'au théâtre, on n'est pas avare de « j'ai joué Hamlet, on dessoude tout le monde, là, Thésée, il arrive, il pourrit son fils ». Vous voyez ce que je veux dire? Je peux jouer des gens très violents, mais justement les jouer. Justement raconter que, vous voyez, c'est chez Racine, dans ses tragédies, sont là pour dire la catharsis, la fameuse catharsis, sont là pour dire aux gens, ouais, ok, t'as ces pulsions, mais regarde un peu plus, prends de la hauteur, et regarde ce que ça donne, et regarde que tu pourrais peut-être trouver d'autres solutions. Mais à certains moments où vous n'avez pas su, où vous n'avez pas voulu vous maîtriser, ça a pu arriver, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous auriez envie de dire pardon? Oui, à quelqu'un. Mais je l'ai déjà fait. C'est vrai? Oui. À qui vous auriez envie de dire pardon? Pas dans une émission, je le fais en privé. Non, je le fais en privé. Non, mais parce que ça correspond à des moments précis, à des histoires précises et à des relations précises. Donc ça, je le fais. Bien volontiers. Je pense qu'on peut vraiment se corriger. Moi, j'en suis sûr. Et par exemple, aujourd'hui, on entend tout... Enfin, je veux dire, là, vous voyez, depuis que je suis né, la société a beaucoup évolué du rapport entre les hommes et les femmes, par exemple. Oui. Bon, moi, je suis un homme, et maintenant, ce qu'on appelle un vieux mâle blanc. Hein. Maintenant, je suis rentré dans cette catégorie. Vous reprenez la... Tout à fait. OK, C'était l'expression du président Macron... quand il s'exprimait à l'égard de Jean-Louis Borloo. Qu'est-ce qu'il disait? Borloo a fait j'ai pas entendu ça. L'expression de mâle blanc. Ouais. Ça vient de ce moment entre Macron et Borloo, quand Borloo avait fait un rapport sur la banlieue. Ouais, mais ça fait un moment que moi je l'entends, puis que je sens que je suis rentré dans cette catégorie. En plus, si vous dirigez un théâtre, si vous êtes un peu, voilà, vous travaillez, que vous êtes considéré comme un homme de pouvoir. Parce que je ne crois pas, si vous voulez, pour avoir justement travaillé sur Léon Blum autour de ce qu'il a fait politiquement, il disait il faut pas vouloir faire juste un contre-pouvoir qui prend le pouvoir à l'inverse de ce que l'autre a fait. Il faut choisir d'autres voies. Moi, je crois beaucoup dans ça. Je suis pas du tout d'accord sur le fait que il faut prendre le pouvoir absolument. La révolution est réformiste. La réforme est révolutionnaire, disait-il. Allons-y petit à petit. Il disait, les ouvriers et les bourgeois, ils peuvent s'entendre. Il faut le faire. Il ne faut pas dire les ouvriers, comme l'a fait, par exemple, il était contre Lénine et contre cette révolution russe qui, à un moment donné, est devenue une dictature. Et il disait non, c'est pas la bonne façon de le faire. J'ai joué Oedipe, et quand on joue Oedipe, on comprend que Oedipe, à un moment donné, il dit, qui c'est qui a fait ça? Il sait pas que c'est lui encore. Il dit, je vais le pourrir. Voyez, et il comprend, et donc quelqu'un lui dit, l'aveugle lui dit, la façon dont tu le fais, c'est pas bon. Comme Blum a dit aux Russes, la façon dont vous faites votre évolution va vous amener à une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? Donc, il y a une façon de ne pas être seulement sur un jeu de pouvoir. Il y a d'autres voies, je le pense. Et pour moi, par exemple, aujourd'hui, il y a un combat majeur, fantastique à mener avec les hommes et avec les femmes sur la vraie libération de la femme et l'égalité profonde qui est en train de régresser. Oui, il y a du travail. On se fait attaquer là-dessus. Mais moi-même, en tant que vieux mâle blanc, je me fais parfois attaquer par des femmes. Je dis, je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai été élevé depuis tout petit à ça. Votre part, j'ai jamais considéré qu'une femme ou un homme, c'était différent. Jamais. Et Charles Berling, votre part de féminité en vous? Ma part de féminité, je la salue, je l'ai toujours cultivée. Et je dirais que l'art dramatique vous amène à votre part de féminité. Qu'est-ce que c'est que l'art dramatique? C'est se laisser traverser. C'est accepter d'être traversé. Ça, c'est féminin. C'est le roseau. Vous voyez, c'est le roseau. C'est-à-dire, je peux plier, je m'adapte. Une actrice, un acteur n'arrête pas de s'adapter. Bon, et ben ça, c'est fondamental. Alors que, disons, le principe masculin peut être plus rigide. Ça peut avoir ses qualités, mais il faut savoir, au fond, moi, on est encore une fois, on est 50,0 je sais pas combien de pourcents mâles et 49, femelles quand on est un gars comme moi. Mais c'est rien. Ça veut dire que moi, j'ai déjà joué une femme et j'adore jouer des femmes. Et je me sens une femme. Et parfois, des féministes qui me parlent, je leur dis, mais
Pourquoi est-ce que vous m'assignez au rôle de vieux mâle blanc, que je suis forcément un gars avec des gros... Mais non, je veux me sentir une femme, parce que je me sens aussi une femme. Et j'adore ça. Et parce que j'ai beaucoup de féminité en moi, et tant mieux, je la salue. Et c'est pour ça que... Et c'est pareil pour vous, vous avez beaucoup de mal en vous, et tant mieux, et c'est merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtons de vouloir tout faire en blanc ou noir. C'est le cas de le dire. Et votre blanc, vous voyez, il est plein de petits noirs. Voilà. Et justement... Regardez, si je vous tends ce domino... Oui, alors je peux poser celui-là? Oui. Dites-moi, quels sont les chiffres impairs? Est-ce que les chiffres pairs ou impairs ont une résonance? Et quels sont les chiffres qui vous parlent le plus? Les chiffres 6 ou 5? Oui. Est-ce que... Incapable de répondre à cette question. Vous n'êtes pas, plus 5? attiré par un chiffre impair que par un chiffre pair? Non. Non? Non. Du tout. Non, j'aime beaucoup le 6 et j'aime beaucoup le 5 aussi. Ok. J'ai pas de raison de... Non, je comprends pas en fait. Ça ne rentre pas dans mon par exemple, cortex. Par exemple, vous pourriez dire, moi je me reconnais, en fait, je pourrais choisir le chiffre 6 pour définir ma personnalité. Pour ce côté un peu, vous voyez? Non, parce qu'on peut se sentir 6 certains jours et 5 à d'autres. Alors, on voit bien d'ailleurs dans le dessin, 6, ça fait, il y a 3. Il y a 2, 3 qui se regardent, qui sont comme ça, super cousins, super en train. Et là, le 5, il y a 2, mais il y a un petit 1 au milieu. Ah, c'est pas mal. Donc, parfois, on peut se sentir 5 et parfois 6. En fait, je pense qu'on change tout le temps. Donc, moi, je sais pas. C'est incapable de vous répondre. À la question quel chiffre vous choisiriez pour vous définir, impossible de répondre. Ah ben alors là... Mais attendez, dans... 0. 0. Je suis un nul. 0. Si, c'est bien d'être un nul. 0. Il faut être 0. Ouais. Il faut être 0. Parce que si on est 0, on s'en fout, quoi. On peut aller vers le plus ou on peut aller vers le moins. On est à un bon endroit d'équilibre. On est entre le plus et le moins. Ouais, c'est une bonne... Mais oui, parce que si on est déjà dans le 1, on est engagé dans les plus. Ou si on est au moins 1, on est déjà engagé dans les... Non, moi j'aime bien le 0. Ouais. Et puis en plus, 0, il y a tout à faire. Il y a... L'univers s'ouvre à vous. Voilà, la création. Mais dans votre vie sentimentale, ou par exemple, ou dans votre carrière, vous n'avez pas il n'y a pas un chiffre qui vous ait porté bonheur. Vous vous souvenez pas d'une non? Pas du tout. Je suis pas du tout superstitieux et j'ai pas du tout le. Non, je suis très mauvais client pour ce genre de truc. Qu'est-ce que ça veut dire alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire marcher à deux pour vous? Marcher à deux? Oui. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un plus ça. C'est à deux et c'est en même temps marcher à deux. C'est l'amour. C'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est une équivalence de désir, d'envie d'être ensemble. C'est faire des choses ensemble. C'est regarder dans la même direction. Pour moi, la femme avec qui je vis, on fait beaucoup de choses ensemble. Et j'adore. Et on est tellement différents. Et ça, c'est bon parce que ça fait apprendre. Parce que moi, je me dis, ah ouais, d'accord, elle fait comme ça. Ah, d'accord. Mais je n'en reviens pas, en fait. Oui. Donc, vous pourriez peut-être créer un spectacle autour du chiffre 2. Pourquoi? Puisque vous me faites une très belle définition sur qu'est-ce que la vie à deux, l'amour, cette symbiose des âmes. Non? Je sais pas, oui, si je trouve un bon texte. Parce que faire un spectacle, c'est pas seulement se dire tiens, j'ai une idée, je fais une idée. C'est une accointance avec un bon texte, avec une envie particulière de faire ci, de faire ça. Ça peut. Non, je sais pas. Ça se traduit pas forcément à chaque fois. Heureusement, parce que j'en fais déjà assez. Mm. Mais en revanche, il n'y a pas non plus... je sais pas, vous dites... Il n'y a pas du mystère, parfois, qui s'échappe comme ça d'un chiffre. Non? Si. Moi, le premier spectacle que j'avais joué, c'était le D-Book de Chalabansky. C'était un spectacle... C'est une pièce magnifique du début du XXe siècle, qui vient du répertoire yiddish, et qui avait été écrit en yiddish d'ailleurs, et aussi en russe. Oui. Et c'est une histoire absolument fantastique.
Et là, il parle de la parle Kabbale. Non, alors là, tous les chiffres, la Kabbale. Ah. Ça, par exemple, j'ai aussi profonde admiration pour les mathématiciens, pour la physique quantique, pour toutes ces choses que je ne comprends pas, mais que je lis. J'ai lu des textes sur la physique quantique. J'adore ça. Étienne Klein est un merveilleux astrophysicien, enfin, physicien, oui, qui est venu faire une conférence sur le temps. Je trouve ça absolument passionnant. Donc, pour moi, ces chiffres-là, les mathématiques, j'ai une belle fille comme ça qui est très forte en physique et en mathématiques. Je suis très impressionné, je trouve ça très beau et très mystérieux, parce que ça recèle tout le mystère de l'univers. Par exemple, moi, je ne suis pas forcément religieux, mais je crois qu'il y a un profond mystère. Je crois bien que je vois bien. Et quand on est marin, je pense qu'on le sent. Vous croyez aux signes? Aux signes de la nature. Astrologique? Non, aux signes de la nature. Vous avez tout à coup je crois aux signes de la nature, un petit insecte, une coccinelle, une libellule qui vient se poser près de vous. Oui. Comment vous interprétez ces signes? Je les interprète comme bien. C'est-à-dire, moi, je suis devenu végétarien parce que je ne peux plus supporter de manger un animal, de tuer un animal. Je ne peux pas. Ça, c'est votre côté hugolien, Victor Hugo. Hein. Ouais, je sais pas. Il ne supportait plus vers la fin de sa vie. Et vous savez que j'ai retrouvé des textes dans la Bible sur le végétarisme. C'est-à-dire que là, on nous fait chier en disant « Ouais, c'est ça, c'est des bobos. » Mais c'est dans la Bible qu'il y a une famille, il y en a un qui dit « Tu vas élever tes enfants végétariens, toi, tu vas élever tes enfants carnivores, et vous allez après, ils vont lutter ensemble pour voir si le végétarisme, en fait, ça rend les gens... non, ça rend les gens costauds aussi, et c'est ceux qui sont végétariens qui vont gagner. » Mais c'est un très beau sujet, mais c'est parce que et je pense que plus je vieillis et plus j'ai du respect pour la nature, pour le vivant, voilà, pour ce qui vit. Là, on a adopté deux petites chiennes là à la maison, mais qu'est-ce que c'est beau de voir ces petites chiennes. C'est rien des petites chiennes, mais c'est tout. Oui. C'est beau, c'est la vie. Oui. Vous vous dites que les animaux ont une âme? Mais bien sûr, je pense qu'on est... On traite les animaux comme des objets. C'est pas des objets, c'est des êtres comme nous. Après, c'est pas des humains, c'est pas grave. Mais vous pensez qu'ils pensent pas? Mais enfin, c'est ridicule. Qu'ils n'ont pas d'émotion, qu'ils n'ont pas de sentiments, qu'ils n'ont pas de douleur. Mais enfin, il suffit de vivre avec n'importe quel animal pour comprendre ça. Et c'est pas seulement les chiens, mais c'est les cochons, c'est les vaches, c'est les agneaux. Vous voyez, j'avais été en Mongolie une fois, j'avais fait un très beau voyage en Mongolie, et bien, j'avais vu comment ils avaient tué un mouton. Et le Mongol, il se mettait avec le mouton, il le caressait, il incisait comme ça doucement sa poitrine, et parce que c'est normal, il voulait le manger. Moi, j'ai rien contre, vous voyez, il élève ses moutons, il en prend un, il mange, il prend sa peau. Très bien, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est l'industrialisation, c'est le mépris, c'est traiter les animaux, vous voyez, les engraisser comme ça. Les douleurs aussi qu'on leur inflige. Et le gars, il plongeait sa main comme ça, en parlant à l'animal. Vous voyez, là, il y a du respect, on considère la vie. La vie n'est pas une merde, quoi. La vie, c'est pas juste pour faire du fric. Donc, il mettait sa main, et il serrait doucement le cœur, et on voyait le mouton qui... doucement s'endormait. Et après, voilà, il était mort. Mais c'est pas genre des files d'animaux dans l'industrie alimentaire qui aux abattoirs qui arrivent. Il faut arrêter ça. C'est pas beau. Et je trouve que c'est ce qu'on fait à l'espèce animale, c'est ce qu'on fait à l'espèce humaine. J'ai eu la chance aussi de jouer Romain Gary là l'autre fois pour la télé. Je vous assure que Romain Gary, il a un texte sur les éléphants et les grands mammifères, en disant « Ce que vous faites aux éléphants, c'est ce que vous faites à l'homme. » C'est-à-dire, et c'est ce qui se passe avec aujourd'hui, il y a une prolifération de la violence mondiale et du mépris de la vie. Et c'est du mépris de la vie humaine aussi, parce que les hommes souffrent énormément, les femmes et les hommes, hein, évidemment. L'espèce humaine est une espèce... C'est aussi Badinter qui me disait ça et qui avait raison. Il disait il y a deux espèces qui sont très cruelles envers elles-mêmes, c'est l'homme et le rat. L'homme et le rat. Oui. Qui peuvent tuer gratuitement un congénère. Enfin, gratuitement, pas parce qu'il a faim ou pas. Vous voyez, un lion, il va sauter il va manger, bon, et encore, il va pas tuer ses congénères. Mais l'homme et le rat, ils peuvent tuer, disons pas de façon sadique, mais seulement, mais ils peuvent tuer pour tuer. Voilà, c'est ça qu'il disait.
Si, je ris parce que je vais vous demander, puisque vous parliez vous évoquez les animaux, l'âme des animaux, vous seriez vu en quel animal, vous, dans une autre vie? Alors, moi, en quel animal? Ouais. En chien. Ah, en chien? Ouais, en chien. Ah, en chien. quand même très soumis, alors. En chien. Ah oui, mais pas seulement. Un chien, il n'est pas forcément que soumis. Mais oui, en chien. Par rapport au chat, il est plus soumis que le chat. Oui, mais bon, je suis un animal domestique, moi. Ah oui. Bon, on a appris encore autre chose. Bon, on va terminer l'émission avec une dernière séquence, hasard ou destin. Ah, ça c'est pas mal. Voilà, hasard ou destin. Car dans un jeu de domino, Charles, on tire des pièces au hasard. Ah ben, un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Mal armé. Alors, donc, mais là, c'est pas les dés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, rien pour le moment. Mais ce que je veux vous démontrer, c'est que dans un jeu de domino, on tire des pièces au hasard. Ouais. Et pourtant, ça s'enchaîne. C'est un peu comme si la vie était à la fois l'œuvre du hasard et du destin. Et une destinée. Vous êtes d'accord? Complètement. Alors, justement... On ne va pas résoudre la question maintenant. Non, mais justement... Ça m'étonnerait. Quand dans certaines périodes de votre vie, vous avez le sentiment que le hasard insiste. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'on peut peut-être le nommer à ce moment-là destin? Là, vous parlez de physique quantique, par exemple. Alors? Le hasard, la destinée, c'est très intéressant. Par exemple, il y a des périodes où vous vous demandez pourquoi on vous propose toujours ce type de rôle. Est-ce du hasard ou est-ce du destin? Je me souviens, il y avait une période, on ne proposait que des films où c'était des ménages à trois. Il y avait deux hommes, une fille, ou bien deux filles, un homme. Et donc mais c'était... je dis pourquoi. Je jouais la maman et la putain au théâtre. Après, on me proposait du régime. Enfin, vous voyez... Et dans une carrière, vous vous dites, tiens, c'est curieux. Bon, alors maintenant, avec mon âge, on me propose plus un rôle de père, ou pas encore trop de grand-père, mais... Donc, non, je comprends. Encore, là, c'est pas du hasard ni du destin, c'est de l'évidence. Mais... Et vous considérez que vous avez une destinée? Non. Non? Ah bon? Je pense pas. Une destinée? Oui. Non. Je raisonne jamais comme ça. Non, je vis. Mais... Je vis. Non, je pense que j'ai tellement conscience que je suis perdu au milieu de 8 milliards de destinées, si vous voulez, que... je n'ai pas du tout... je ne me pose pas ces questions. Pourtant, quand on voit là, cette belle carrière que vous faites et tout ce que vous faites, enfin, toutes ces cordes que vous avez à votre arc, non? Est-ce que c'était écrit d'avance? Je ne sais pas. Oui, c'est très bizarre, en fait. Non, c'était pas écrit d'avance. Et puis, en plus, quand on est acteur, je pense qu'on a conscience que tout peut s'effondrer comme un château de cartes d'un moment à l'autre. Et alors, imaginons que le destin vous entende. Oui. Là, il nous entend, il vous entend. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Laisse-moi tranquille. Non, je sais pas. J'ai envie de lui dire... j'ai envie de lui citer cette phrase de Saint-Augustin qui me hante depuis toujours et que j'adore, qui dit je suis arrivé à force de ma volonté où je ne voulais pas. Donc j'ai envie de ne pas lui dire ce que je veux parce que je ne veux pas déterminer mon destin en fonction de ma volonté. Je ne veux pas le savoir, en fait. Je préfère être surpris par quelque chose qui me dépasse. Ça, c'est vraiment, pour moi, un principe fondamental dans l'art dramatique. Si un acteur arrive et il sait ce qu'il va jouer, c'est pas bon. Non, il ne doit pas savoir. Il doit être prêt, il doit s'être préparé, il doit avoir comme aux jeux d'échecs, il doit avoir une multitude de pistes possibles, mais après, il doit s'inscrire dans une réalité. Donc, pour moi, j'ai pas envie de dire au destin, s'il te plaît, fais-moi ci ou fais-moi ça. Oui. Vous savez, quand vous allez chez j'ai déjà été, bon, non, tout le monde y a été, se faire tirer les cartes ou les mains, ou des gens qui vous regardent comme ça, avec un air très inspiré pour vous dire ce qui va vous arriver. Est-ce que j'ai envie de le savoir? Je crois que non. Je n'aimais pas tant que ça, parce que finalement, après, on le réinterprète, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'il avait dit ça, ou elle avait dit ça, bon, donc ça... J'ai l'impression que le hasard s'est aussi invité, là, dans notre discussion. Ah bon? Ouais. Et il aimerait bien que vous lui posiez une question. Le hasard. Ah oui. Alors... On a eu le destin qui vous écoutait. Le hasard. Oui, mais le hasard, il aimerait bien
Bah, il aimerait bien que vous lui posiez Et si quelque par chose. hasard, tout allait mieux. Et si par hasard on sortait de cette violence politique et internationale, par hasard, est-ce que ça serait possible? Si par hasard on pouvait espérer que l'Éros gagne sur Thanatos, qu'est-ce qu'il répond? Il faut attendre. Ok. Et là, vous avez fait appel à l'IA. Pas du tout. Pas du tout. Ça serait pas mal, vous pouvez faire ça dans votre émission. Vous dites à l'IA de répondre, Oui, parce que on pourrait. dingue, c'est dingue, mais des fois les réponses sont fantastiques. Et les grandes rencontres dans votre vie, vous les attribuez, alors là, pour le coup, au hasard ou au destin? Non, au destin. Ah, au destin. C'est pas du hasard. C'est C'est pas que je l'ai voulu, ouais. c'est que j'ai senti que moi j'étais mûr pour cette rencontre et que la personne avait envie de me rencontrer. Vous avez un exemple? Badinter. Ah oui. Badinter, quand on m'a proposé le rôle, que je savais que lui, il se disait, tiens, lui, ça va, c'est bien. Et puis après, c'était une vraie rencontre, très forte. Et donc, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, vraiment, des artistes avec qui j'ai travaillé. Isabelle Huppert. Bérengère, dernièrement, ça c'est du destin. Et Isabelle Cette Huppert. femme, Isabelle Huppert, oui. Votre amitié avec Oui, Isabelle absolument. Huppert, qui navigue de temps en temps, vous l'invitez à bord de votre oui, voilier, elle est n'est-ce venue pas? l'autre fois, oui. Edgar Morin, il est plus Edgar Morin, oui. Edgar Morin, par exemple, encore une destinée de rencontrer cet homme fantastique. Fantastique. Ben, quelle chance. Oui. Mais je pense que j'étais à l'endroit où pour le rencontrer à ce moment-là. Vous savez ce qu'il disait, enfin il l'a dit il n'y a pas très longtemps, Edgar Morin, que vivre, c'était sentir ce qu'il y avait de poétique à l'intérieur de nous, devant un coucher de soleil, devant un visage, devant un vol d'hirondelles. C'était ça, vivre. C'est l'humour aussi. Oui, c'est prendre un peu de hauteur, c'est se dire... Enfin, c'est garder un peu l'esprit romanesque par rapport à sa vie. C'est pas se laisser... même quand on vit des moments difficiles, il faut quand même... faut se dire, oh là là, bon, enfin, c'est pas si grave. Enfin, c'est pas si grave. Il y en a vous raisonnez? C'est très grave, mais même la mort, c'est pas si grave. Récemment, j'ai joué au Théâtre des Champs-Élysées en tard de Rimsky-Korsakov. Là, Amin Malouf, il a écrit un magnifique poème tiré du VIe siècle. Enfin bon, c'est une histoire sublime. C'est pré-islam comme ça et tout. C'est un guerrier, un poète. Bon, c'est sublime de voir ces figures poétiques qui vous aident à prendre de la hauteur, et sur la guerre, et avec sa femme qui dit « Arrêtez avec vos guerres, arrêtez, arrêtez. Tu vas encore partir au combat et finalement, il y a un jour où tu ne reviendras pas. » Et c'est ce qui se passe. Donc, oui, il faut trouver Mais quelle chance Edgar Morin, mais quelle merveille. Je l'ai emmené sur mon bateau il n'y a pas si longtemps encore avec Sabah, sa femme. À 100 ans déjà, à 100 ans ou 101 ans? Parce qu'il a 104 ans là. Il a 104 ans maintenant, c'était il y a 2 ans. Il avait 102 ans. Et je les ai emmenés. Bon, il y avait 25 nœuds de vent. Je ne mettais pas trop de toile pour que le bateau ne soit pas trop agité. Parce que je ne voulais pas... Mais il était... Ouais. C'est pas beau, ça? 102 ans, même là, aujourd'hui, à 104 ans, il peut vous réciter des textes de Brecht, de machin. Cet homme a toujours envie de vivre. C'est d'une beauté. Et surtout, il a toujours ce type vous donne la joie de vivre. Cette capacité à s'émerveiller. C'est ça. Absolument. C'est fantastique. Mais il ne faut jamais perdre ça. Vous voyez Edgar, Edgar, vous voyez bien que il a gardé son enfance. Il n'a jamais abandonné. Et pour fermer la boucle sur hasard ou destin, dans une pièce de théâtre, quel rôle vous préféreriez jouer? Monsieur Hasard ou Monsieur Destin? Monsieur Hasard. Bon. Monsieur Hasard, parce qu'ils sont quand même très cousins, hein, Hasard, Destin, on ne saura jamais. Mais donc, Hasard, il y a quelque chose de plus... alors là, je joue une tragédie en ce moment de Racine, donc là, on est plutôt dans le destin. C'est-à-dire, on doit jouer en sachant que ça y va, malgré soi, et qu'on ne peut pas y échapper à son destin. Mais en même temps, j'aime quand même le hasard. Je préfère quand même le hasard au destin. D'accord. Bon, alors ça va peut-être vous inspirer pour peut-être un futur spectacle, hein? Ce soir, vous allez commencer à écrire, vous allez vous y mettre, non? Oh la vache, non, j'ai déjà assez à faire. Vous citiez Saint-Augustin tout à l'heure. Oui. J'aimerais qu'on puisse conclure sur cette phrase ou que vous me donniez votre sentiment. Saint-Augustin dit « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà ».
Ah, ça c'est tout à fait juste. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Vous savez, c'est l'amour, évidemment. Quand votre femme, elle vous dit « Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu me désires ?» Ben, bien sûr, encore plus. Pas besoin de... non. Merveilleux, cette phrase. Mais il est génial, au Saint-Augustin, celui-là. Franchement, il a toujours des sacrées bonnes répliques. Ouais. Peut-être qu'on viendra vous proposer un rôle pour incarner Saint-Augustin, 5e siècle après Jésus-Christ. Absolument. Ah ouais, génial. Mais il n'était pas très commode avec les femmes, hein, quand même. Hein. Non, mais bon, ça remonte à loin. Maintenant, oui, mais ça fait 2000 ans que maintenant on se corrige. Ouais. Enfin, pour certains, pas tous. Mais maintenant, il faut se corriger. Ça fait 2000 ans. Moi, c'est ce que je dis pour la langue française. Je dis, parce qu'avec mon équipe, je dis, des fois, j'arrive à une réunion, je dis bonjour à toutes. Vous voyez? Alors? Je dis, ça va, les gars, ça fait 2000 ans que c'est l'inverse, donc on peut un peu changer. J'estime que s'il y a quelques femmes, s'il y a quelques hommes dans le lot, très bien. Et puis moi, je pense qu'ils devraient être flattés, justement, qu'on sous-tende leur féminité, qu'on la valorise. Donc bonjour. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Mettons tout au féminin, tiens, pendant 2000 ans. Alors, et ensuite, on rediscute dans 4000 ans. Non, 2000 ans, quoi. Ouais. Ça fera 4000, à peu près, enfin... On se parlera peut-être dans un autre monde, alors, Charles, d'ici là. C'est sûr. Parce que, alors, avant de vous quitter, j'aimerais que vous nous donniez des rendez-vous au théâtre, au cinéma. Le public est demandeur. On a envie de vous voir. Ah bon? Là, oui. Les là, je suis très heureux de jouer ce Thésée, là, qui part en tournée, donc avec Muriel Maillat à mise en scène. Ouais. C'est une magnifique troupe. Je vais essayer de monter une pièce qui s'appelle Devine qui vient dîner ce soir, qui a été adaptée du film célèbre des années 60, là où il y a un couple mixte qui arrive, donc une jeune femme blanche et puis un jeune homme noir, et ils s'aiment, et puis ils sont heureux de montrer leur amour à leurs parents, et dans les familles respectives, ça le fait pas trop, mais c'est très intéressant, c'est magnifique comme pièce, parce que ça discute, quoi, sur le principe du communautarisme, du « ah ben non, il faut pas qu'on se mélange et tout, ou bien il faut se mélanger ». Bon, ça me plaît beaucoup, donc je vais essayer de faire ça, L'année prochaine, l'atelier, je vais jouer 2 pièces de Lars Norén, qui est un immense auteur suédois, Lars Norén. Pour ceux qui ne connaissent pas Lars Norén, il faut aller voir ça. On va jouer au théâtre de l'atelier, que j'aime beaucoup. J'y avais fait Caligula, fin de partie. Oui. Et donc là, en mai-juin, en 26, là, on va jouer ça. Et puis voilà. Puis après, il y a des films qui vont sortir, des télés aussi. Avec Clémentine Célariel, j'ai fait une participation. Je jouais son mari. Parce que ça, j'aime bien maintenant, les choses s'émancipent un peu, et donc on vous appelle pour dire « tu veux pas jouer le mari de… » Avant, c'était surtout les femmes qui disaient l'allemand. Le rôle principal, c'est le mec, et puis après, il fallait trouver une femme, quoi. Là, c'est le contraire. Moi, ça me plaît beaucoup, et en plus, là, Philippe Lefebvre, que j'aime beaucoup, et il a réalisé, et Clémentine, et donc je joue un mari absolument abominable, mais abominable, il a tous les défauts. Et c'est très drôle à jouer, en fait. Enfin, c'est pitoyable, mais avec Clémentine, c'était un grand bonheur. Donc là, d'ailleurs, la série a eu le prix de la série à La Rochelle, tout ça. C'est une bonne série sur des gens de plus de 60 ans qui veulent passer leur bac. Donc Clémentine, j'aime beaucoup Clémentine Célarié, donc voilà. Bon, ça va sortir, et puis je sais plus d'autres choses que j'ai fait, mais comme j'en fais beaucoup, En tous les cas, nous, on peut dire qu'on ne vous a trouvé que des qualités, zéro défaut merci, ce soir. Si, j'en ai plein des Vraiment défauts. Zéro défaut. Alors là... Le temps est venu de se séparer, Charles. Hélas. On a passé un moment délicieux. J'ai passé un très bon moment. Merci infiniment. Je ne regrette pas du tout une seconde d'être venu. Il manquerait plus que ça. Non, mais parfois, si, il y a des émissions. Oui, il y a des émissions, c'est pas bien, mais celle-là, elle est très bien. Non, ça a été vraiment un grand bonheur. Une longue vie à vos émissions. Oh, merci. Bon vent à vous. Bon vent, exactement. C'est ça qu'il faut dire entre marins. Bon vent. Et puis, merci de nous avoir donné du bonheur aussi. Parce que... Avec grand plaisir. Vraiment, c'était un bonheur. À bientôt. À bientôt. Vous me réinviterez? Ah oui, vous revenez. Cool. Vous avez carte blanche. Génial.